Bienvenue sur Médian. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé que nous consacrons au paludisme, encore appelé malaria. Est-ce possible de prévenir cette maladie chez les enfants? Si oui, comment? Et avec moi sur ce plateau, deux invités pour en parler. Docteur Radji Mohamed Moumini. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes médecin et directeur exécutif de l'ONG Médecins Humanistes. En tout cas, merci d'avoir accepté donc cette collaboration avec Hebdo Santé, Médian. Et merci encore surtout pour votre présence, vous en tant que le patron de cette organisation, docteur Radji. C'est nous qui vous remercions. Également avec nous, Madame Zézé Goudé-Joséphine. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes une bénéficiaire des programmes de médecins humanistes et actuellement conseil clinique sur un projet de prise en charge du VIH dans le district d'Abobo à Bujon, en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Madame. Merci beaucoup. Et je dirais merci à tous les deux d'être sur le plateau d'Hebdo Santé pour parler donc de cette maladie endémique qui tue encore beaucoup d'enfants donc sur le continent. Et les chiffres que nous donne le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur le paludisme dans le monde l'attestent bien, et donc on peut le voir ensemble. La région africaine de l'OMS continue de supporter une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme. En 2023, environ 94% des cas de paludisme et 95% des décès dus à cette maladie ont été enregistrés dans cette région. Les enfants de moins de 5 ans représentaient à cette époque 76% des décès dus au paludisme dans la région. Et plus de la moitié de ces décès sont survenus dans 4 pays. On note donc le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Niger et la République unie de Tanzanie. Alors avec ces chiffres, docteur Radji, j'ai bien envie de vous demander tout de suite pourquoi les enfants sont-ils plus touchés par le paludisme? Les enfants sont les plus touchés parce qu'ils sont beaucoup plus vulnérables, ils sont fragiles. En principe, quand la mère a suivi la prévention au cours de la grossesse, elle transmet l'immunité à l'enfant et ça dure jusqu'à 6 mois, et après les 6 mois, l'immunité de l'enfant baisse et il est exposé disons, au piqûres de moustiques et donc au paludisme. D'accord. Et c'est pourquoi il faut orienter tous nos efforts pour pouvoir sauver ces enfants qui meurent de tous les jours du paludisme. De cette maladie. Ouais. Justement. Et on l'a vu donc, j'ai donné quelques pays tout à l'heure. Les autres pays, il faut noter que c'est une maladie endémique qui sévit dans pas mal de pays africains, surtout au sud du Sahara. Une maladie endémique qui touche tout le continent, mais spécifiquement l'Afrique, avec, comme vous avez dit, les chiffres en parlent d'eux-mêmes. 95% des cas de décès, environ 570 000 décès en 2023, et 95% de ces décès se passent en Afrique. Près de 280 millions de cas diagnostiqués en 2023 et 94 de ces cas se passent en Afrique, pour dire que l'Afrique paye le lourd fardeau de cette pandémie. De cette pandémie-là. Alors, Madame Zézé, docteur vient donc de le dire, les enfants, ils sont encore fragiles, ils ont cette immunité qui est encore très très faible. Vous, en tant que maman, vous avez déjà vu des enfants souffrir du paludisme? Oui. D'accord. Dites-nous. Bon. Moi, j'ai vu à l'hôpital, oui, je ne vais pas citer le nom, oui. J'ai vu un enfant qui souffrait de paludisme et que c'était grave même. L'enfant avait quel âge? L'enfant avait 6 mois. 6 mois? 6 mois. D'accord. Et la maman est restée à la maison avec l'enfant. Elle n'est pas venue. C'est maintenant où ça s'est aggravé. Elle est venue à l'hôpital et c'était trop tard. C'était trop tard. C'était trop tard. D'accord. Donc moi-même, j'en ai vu plein même. Des enfants de 1 an où les mamans ne viennent pas à l'hôpital et puis ils restent à la maison jusqu'à ce que ça devienne grave. On sauve d'autres, mais en tout cas, d'autres restent dedans. Donc, moi-même, j'ai vu ces cas.
que ça m'a touché. D'accord. Alors, au niveau de médecin humaniste, docteur Hadji, dites-nous, est-ce que vous accordez une importance à la lutte contre le paludisme? Oui, nous accordons une importance particulière à la lutte contre le paludisme, parce qu'il faut dire que c'est une maladie endémique, une maladie qui tue. Le moustique, disons, est une arme de guerre massive. Nous avons cité les chiffres tout à l'heure. Et médecin humaniste, depuis 2014-2015, a mené ses premières expériences dans la lutte contre le paludisme. Et nous avions aux côtés d'une organisation locale qu'on appelle la Fondation Dr Javad et également CARE International, nous avons mené notre première expérience dans cette lutte contre le paludisme. Et l'activité essentielle de cette expérience, c'était la discussion massive, disons la discussion en masse, de masse des moustiquaires imprégnés à la population. Au niveau des ménages, environ 6 à 7 millions de populations ont été servies. Et en amont comme en aval de cette campagne de distribution de masse de moustiquaires, nous avons sensibilisé la population à la prévention, au traitement du paludisme, plus spécifiquement, disons, à la meilleure utilisation de ces moustiques, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'avoir. Et aussi, nous avons sensibilisé la population pour que quand les enfants sont malades, déjà devant une fièvre, qu'on puisse amener les enfants à l'hôpital pour les soigner. On a aussi travaillé dans le cadre de la prévention de la mère, la prévention du paludisme chez la mère. On a travaillé avec des sages-femmes pour aller rechercher dans la communauté les femmes enceintes qui ne viennent plus pour continuer leur prévention, et les rechercher, les retrouver et les donner ce qu'on appelle la sulfatoxine pyrimétamine ou la SP, qui est une combinaison de 2 molécules qui permet de prévenir le paludisme. D'accord. Alors, on a parlé donc des actions que mène médecin humaniste. Nous, on doit dû commencer par là. Qui est médecin humaniste? C'est seulement des médecins? Non, pas seulement des médecins. Médecin humaniste est une ONG nationale créée en 2005, le 1er octobre 2005, qui a été reconnue 3 ans plus tard. Médecin humaniste emploie des médecins, des travailleurs sociaux, des conseillers communautaires et autres. Nous sommes environ 594 personnes salariées déclarées à la CNPS qui menons des activités en collaboration avec des agents de santé sur le terrain, dans les centres de santé. En termes de vision, notre médecin humaniste œuvre pour un monde meilleur, solidaire et prospère, où les hommes et les femmes partagent des valeurs humanistes, des valeurs éthiques en vue d'un développement humain harmonieux. De cette mission découle, de cette vision découle notre mission qui est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de notre population les plus vulnérables. D'accord. Et aussi au renforcement des capacités au niveau de la santé communautaire, et aussi accompagner les populations dans leur engagement citoyen sur le terrain. D'accord. Voilà, donc nous recevons actuellement des subventions essentiellement du gouvernement américain, et ces subventions nous permettent d'accompagner de façon technique, d'apporter notre expertise dans la mise en œuvre des différents programmes de santé. On a parlé du paludisme, mais c'est aussi le VIH et tous les programmes nationaux de santé à l'endroit de couples mère-enfant. D'accord. Et là, vous êtes basé en Côte d'Ivoire? Nous sommes basés en Côte d'Ivoire, à Abidjan. D'accord. Mais nous travaillons dans plusieurs régions sanitaires de la Côte d'Ivoire.
7 régions sanitaires, 18 districts. Voilà. Il faut dire aussi que nous avons une vocation sous-régionale parce que nous sommes en train de faire des démarches pour avoir l'autorisation d'exercer dans 2 pays de la sous-région, le Mali et le Burkina notamment. Super. D'accord, c'est vraiment intéressant ça. On va donc dans cette collaboration voir un peu les autres axes d'intervention. Aujourd'hui on parle donc du paludisme, les actions en faveur du paludisme. On verra donc les autres sentiers, les autres maladies auxquelles vous vous attaquez. Alors vous avez parlé donc des projets tout à l'heure concernant donc le paludisme, vous avez parlé de sensibilisation, vous avez parlé donc de distribution de moustiquaires imprégnés en masse. J'ai retenu quelque chose. Vous avez parlé des femmes qui ne viennent pas faire leur consultation. J'ai envie de demander, est-ce que le paludisme peut se transmettre de la mère à l'enfant? Non, le paludisme ne se transmet pas de la mère à l'enfant. Alors, mais pourquoi parle-t-on donc de prévention pendant la grossesse? Le paludisme ne se transmet pas de la mère à l'enfant, mais la mère, quand elle est enceinte, le paludisme peut, disons, les microbes du paludisme peuvent agir au niveau du fœtus. D'accord. Ils peuvent fragiliser le fœtus, créer des complications, même des malformations ou des déformations au niveau du fœtus, oui. Et provoquer une anémie chez la femme, donc qui va agir sur le fœtus. Donc le paludisme peut causer beaucoup de dégâts au fœtus et peut suivre après même l'accouchement. Wow. Donc c'est pourquoi qu'il faut empêcher la femme d'avoir le paludisme. Pendant qu'elle est en grossesse. Enceinte, qu'elle est en grossesse. Ouais. Et là, lorsqu'elle va dans les consultations, on lui donne le traitement dont vous avez parlé, donc la prophylaxie, sur la base de la sulfadoxine, périmétamine. Périmétamine, c'est voilà. Ça. D'accord. C'est ça. Si c'est une combinaison de 2 molécules, la sulfadoxine et puis la périmétamine, qui des médicaments vraiment très très simples. Sur le marché, en officine, on peut les retrouver sous le nom de Fansida, de Maloxine, ou même de Espelic. Mais c'est des médicaments qui ne coûtent rien du tout. D'ailleurs, même c'est pratiquement gratuit dans les hôpitaux. Il faut dire que tout ce qui est prise en charge du paludisme depuis les textes, le texte rapide, les traitements, y compris la prévention chez la femme enceinte est gratuit dans tous nos hôpitaux en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays en Afrique. Et il faut en profiter pour pouvoir soulager la mère et puis l'enfant aussi. Bien sûr, docteur Hachi. Alors, Madame Zézé, vous êtes, on l'a dit dans votre présentation, vous êtes bénéficiaire d'un programme de médecins humanistes. Docteur a parlé donc tantôt de distribution de moustiquaires, vous en avez certainement bénéficié. Bien sûr. La sensibilisation également, les informations importantes vous en avez reçues. Mais dites-nous, est-ce que vous en avez fait bon usage? Ou alors, dans votre entourage, est-ce que les gens observent tous ces conseils, toutes ces informations données et utilisent bien même d'ailleurs la moustiquaire? Merci beaucoup. Bon, moi, par exemple, depuis 2014-2015, j'ai été bénéficiaire et même j'ai reçu les moustiquaires chaque 3 ans. J'ai reçu les moustiquaires imprégnés. Maintenant, à la suite de ça, j'ai fait la sensibilisation au niveau de la population. Surtout comme nous sommes à Bobo et mes voisins pour se rendre à l'hôpital pour faire le test et puis même recevoir les moustiquaires imprégnés. Au niveau des femmes enceintes, j'ai fait la sensibilisation pour que ces femmes se rendent à l'hôpital aussi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que la moustiquaire imprégnée étouffe. Donc quand on leur donne de prendre la moustiquaire, d'autres refusent. Mais j'ai fait une fois, j'ai fait tout pour les sensibiliser, pour prendre les moustiquaires imprégnés. D'accord. Au niveau des femmes enceintes, surtout les femmes enceintes et puis les femmes allaitantes. Donc c'est cette sensibilisation. Mais je continue de faire, parce que l'ONG Médecins Humanistes a fait beaucoup pour moi. C'est ce que vient de dire le médecin tout à l'heure. D'accord. Donc, à notre niveau, ça se passe très bien.
surtout au niveau des femmes, mais pas les femmes seulement, pas les femmes allaitantes, mais la population ivoirienne même. Vous arrivez à faire changer leur perception quand elles disent qu'elles étouffent sous la moustiquaire. Vous arrivez avec un foot. J'arrive à les convaincre pour qu'ils passent à l'hôpital pour prendre les moustiquaires. Pas dans les hôpitaux, mais souvent, quand on fait les sensibilisations, puis on donne les moustiquaires, il y a des hôpitaux où on dépose et puis on leur dit de se rendre pour prendre les moustiquaires. Donc j'arrive à les convaincre pour aller prendre les moustiquaires imprégnés. D'accord. Sans la moustiquaire, là, en tout cas, tu vas avoir le palais. Surtout à Bobo. Nous qui sommes à Bobo, là. Les moustiques sont trop. Donc, il faut faire un effort pour que tu dors sous une moustiquaire imprégnée pour éviter le palu. Bien sûr. Donc, bien sûr. Alors, et ces personnes qui prennent les moustiquaires, mais qui n'en font pas bon usage, elles acceptent de prendre les moustiquaires, mais elles ne les installent pas pour, je vais dire, dormir en bas de ces moustiquaires. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, c'est toujours la sensibilisation. Je leur dis que si vous prenez les moustiquaires, ce n'est pas pour aller faire les barricades. J'en ai vu d'autres, quand ils prennent, ils s'en vont faire les barricades pour mettre dans les champs, pour dire que ça a chassé les oiseaux. D'autres même prennent ça pour pêcher. Mais je leur dis que les moustiquaires imprégnés ne sont pas pour faire les barricades. C'est pour se mettre à l'abri. C'est-à-dire pour que toi-même tu évites d'avoir le palu. Donc quand je lance cet appel, d'autres comprennent et ils prennent. Alors, mais à côté justement de ces personnes que vous sensibilisez, est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vous dire merci, Madame Zézé, on a commencé à dormir sous la moustiquaire et Dieu merci, ça fait au moins 6 mois, mes enfants ne font plus le paludisme. Est-ce qu'on a des témoignages, est-ce qu'on a des retours comme ça? Bien sûr, il y a des retours. Il y a des retours, il y a des femmes qui viennent me dire merci pour dire que vraiment, selon la sensibilisation, ce que tu nous avais dit, en tout cas vraiment, depuis ça fait 6 mois, je dors sous moustiquaire, je n'ai plus le palu, mes enfants n'ont plus le palu. D'accord. Il y a des femmes, bon, il y a d'autres, bon, je ne peux pas, c'est pas tout le monde qui vient dire merci, hein, mais pratiquement il y a beaucoup qui viennent dire merci. Et je continue la sensibilisation pour dire aux femmes de continuer de prendre les moustiquaires qui sont gratuits. On ne paye pas. D'accord. La moustiquaire est gratuite. Même les médicaments qu'on donne à l'hôpital pour les femmes enceintes sont gratuits. Le test est gratuit. D'accord. Alors, l'un des grands défis également, Madame Zézé l'a dit, Dr Raji, à Bobo, où elle habite, il y a beaucoup de moustiques. C'est ça. Là, c'est le défi de l'assainissement. On retrouve donc plein d'eau usagée qui favorise donc la prolifération de ces moustiques. Ça, c'est l'un des grands défis également de la prévention, de la lutte contre cette maladie. Exactement. Un des axes de contrôle du paludisme est la lutte contre, disons, les moustiques vecteurs. C'est pourquoi on a parlé tout à l'heure de moustiquaires pour une protection individuelle. Mais aujourd'hui, on constate que les moustiquaires sont de plus en plus, disons, moins efficaces parce que les moustiques développent une certaine résistance aux insecticides qui sont dans ces moustiquaires. Donc aujourd'hui le défi c'est d'aller en amont pour pouvoir disons détruire les différents sites de production de ces moustiques, les larves, les lieux de ponte de ces moustiques. Et là, effectivement, il faut travailler sur l'environnement. Il faut une véritable politique d'assainissement de notre cadre de vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont été certifiés par l'OMS exempts de paludisme. Leurs efforts ont surtout payé grâce à l'assainissement du cadre de vie, au traitement, disons, utilisation des insecticides à la source pour pouvoir détruire tout ce qui est larves et autres. Et je pense que c'est possible aussi pour notre pays et je pense qu'il faut s'engager dans cette voie parce que je pense que c'est l'une des meilleures voies pour pouvoir éliminer le paludisme en Afrique. D'accord. Alors revenons donc à la question essentielle de cette émission. On peut prévenir
le paludisme chez l'enfant. C'est possible. Absolument, c'est très possible. Aujourd'hui, le nouvel exploit que nous avions actuellement, c'est le vaccin. Voilà, depuis 2019, il y a 3 pays qui se sont engagés déjà, disons, dans les campagnes de vaccination dans les différents pays. Il y a eu environ 2 millions d'enfants qui ont été vaccinés. Et puis de 2023 à 2025, il y a 12 pays qui ont emboîté le pas. La Côte d'Ivoire a pris, disons, les choses en main à partir de juillet 2024, où il y a eu près de 250 enfants qui ont été vaccinés. Aujourd'hui, disons que les résultats sont satisfaisants, puisqu'il y a eu, selon les études, il y a eu près de la moitié, ou si vous voulez, une réduction des formes graves du paludisme et une diminution notable du nombre de décès. Donc aujourd'hui, il est possible, il est plus que jamais possible de pouvoir éliminer le paludisme et surtout éviter que les enfants continuent de mourir du paludisme. Parce que, à titre d'exemple, j'aime pas trop les chiffres, mais à titre d'exemple, il faut dire que de 2017 en Côte d'Ivoire, où il y avait environ 3000 enfants qui sont morts du paludisme, nous sommes aujourd'hui en 2023-2025 à près de 1400, donc une réduction de moitié. Mais on peut dire que, encore une fois, chaque jour, il y a environ 3 enfants qui meurent du paludisme en Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que ce n'est pas normal. On peut améliorer ces chiffres. Madame Zézé, je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes convaincu, vous qui avez bénéficié donc des programmes de médecins humanistes, vous êtes convaincu qu'avec toutes ces mesures, si on dort sous la moustiquaire, si on nettoie dans son environnement, on peut faire en sorte que les enfants tombent de moins en moins malades du paludisme? Bien sûr. D'accord. Vous êtes convaincu? Je suis convaincu. D'accord. Et vous êtes prête donc à continuer cette action d'agent je vais dire, d'éveil de conscience, continuer à sensibiliser la population. C'est ça. Inciter les femmes à aller donc à l'hôpital. Voilà, de sorte à ne pas, comme le docteur l'a dit, ne pas être anémié, pour mettre donc l'enfant en danger. C'est ça. D'accord. En tout cas, vraiment, tout c'est de très très bonnes informations. On va donc, docteur Radji, terminer donc par ce point pour prévenir donc efficacement le paludisme chez l'enfant. Vous l'avez donc largement dit, mais qu'est-ce qu'on retient en définitive pour terminer? Retenons, comme je l'ai dit tantôt, le vaccin, qui est un nouvel exploit. Il faut que les pays africains puissent s'engager dans cette voie et mettre à l'échelle nationale, au niveau de chaque pays, les campagnes de vaccination à l'endroit des enfants. Généralement, c'est des enfants de 6 mois à moins de 24 mois. Et nous pensons que cela aura un impact positif sur la vie des enfants. Mais au-delà du vaccin, comme on l'a dit au cours de cette émission, il faut s'engager dans la voie de l'élimination du paludisme. Voilà. Certains pays se sont déjà engagés, même en Afrique. À titre d'information, il y a le Cap-Vert qui vient d'être déclaré exemple de palu par l'OMS en 2024. Il y a certains pays comme l'Algérie, l'Égypte et même l'île Maurice. Quand vous parlez de pays exempts de paludisme, vous savez, c'est un pays où il n'y a plus de paludisme, où on ne parle plus de paludisme. Plus de paludisme. Et c'est extraordinaire comme information. Et ça, c'est possible dans tous les autres pays de l'Afrique. Il suffit juste d'une volonté politique, mais aussi d'un engagement des populations, parce que ce sont eux qui doivent utiliser les services de prise en charge du paludisme. Et ça, c'est un combat à médecins humanistes. Ça, c'est un combat à médecins humanistes. Nous envisageons très bientôt mettre en place un projet dans une de nos zones d'intervention pour pouvoir expérimenter cette élimination du paludisme. Parce qu'on parle de pays et de territoires exempts de paludisme. Bien sûr. Et c'est possible avec
la collaboration de tous les acteurs avec des financements nécessaires, nous pourrons y arriver à sauver la vie des enfants. Mehdi sera donc à vos côtés pour la communication, pour l'information. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin et directeur de l'ONG Médecins Humanistes. On a été très heureux de vous avoir avec nous, docteur. Également, merci à vous, Madame Zézé Goudé-Joséphine. Vous êtes bénéficiaire de programmes de médecins humanistes et vous en avez, je vais dire, tiré le maximum de profit au bénéfice donc de vos sœurs dans les différentes communautés. Et je rappelle que vous êtes actuellement au conseil clinique sur un projet de prise en charge VIH dans le district d'Abobo à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On aura plaisir à vous retrouver justement pour parler peut-être de ce projet-là. Merci en tout cas, madame, d'avoir été là. Merci. C'est ici que s'achève ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Fares Sakora, Arnold Dosso et Jean-Marc Grancé. Merci encore à vous pour votre fidélité. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Médian.